Et alors, je vais commencer par remercier les organisateurs de cette journée d'études, et notamment Marie-Ève Bouillon, pour m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui, en particulier parce que c'est la préparation de cette communication m'a permis de formaliser certaines pistes que j'aimerais creuser à l'issue de mon doctorat. Donc mes travaux, vous l'avez dit, ont concerné le livre illustré par la photographie, tel qu'il est édité en France entre 1867 et 1900, à la croisée de mondes pluriels qui sont la photographie, l'édition, l'illustration, etc. Et pour mener ces travaux, je suis partie des objets, donc des livres illustrés par la photographie, pour trouver les acteurs de leur fabrication, c'est-à-dire... Oui, pardon, je suis désolée. Oui, ça y est. Donc, je suis partie des objets, les livres illustrés par la photographie, pour trouver les acteurs de leur fabrication, qui sont les photographes, éditeurs, les graveurs, etc. Donc, cette communication, elle va s'attacher à expliquer les motifs de cette trajectoire de recherche et ses résultats. Donc, dans une première partie, je vais exposer les questionnements à la source de ma thèse, avant d'évoquer dans un deuxième temps la méthodologie que j'ai mise en place pour répondre à ces questionnements. Donc, je vais aborder notamment la manière dont j'ai constitué mon corpus d'études, ce qui me permettra de présenter dans une troisième partie quelques-unes des tendances que l'analyse du corpus a permis de retracer concernant l'édition française du livre illustré par la photographie entre 1867 et 1900. Et le dernier temps de cette communication sera consacré à présenter ce qui me paraît être l'un des résultats les plus intéressants de ce travail, qui est d'avoir dégagé une catégorie d'acteurs assez méconnus de l'historiographie, de la photographie, mais aussi de l'édition et de la culture visuelle, alors même qu'elle constitue l'une des sources principales de la conception des images photographiques lorsqu'elles sont destinées à circuler dans l'espace social. Et donc cette catégorie, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce n'est pas celle des photographes, mais c'est bien celle des photograveurs, qu'on peut définir par un point commun, c'est-à-dire leur capacité à transformer des images photographiques ou non photographiques, par exemple des dessins, en matrices qui vont être propres à être multipliées par les moyens des arts graphiques, typo, litho, taille douce, et aussi par les moyens des arts industriels, vitrail et céramique. Et pour ça, ces photograveurs, ils utilisent des procédés qui sont basés sur la photosensibilité de diverses substances, ce qui inscrit ces procédés dans le champ d'action de la photographie. Donc, le résultat de cette transformation peut, par exemple, être une épreuve imprimée à l'encre grasse sur papier, à partir d'une matrice qui a été héliogravée, donc avec des procédés photomécaniques, matrice qui peut avoir été réalisée soit d'après une photographie à demi-ton continu, par exemple une photographie d'un paysage, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, soit d'après un dessin, par exemple un dessin au trait, face à laquelle l'emploi de la photographie peut demeurer inaperçu s'il n'est pas indiqué, ici il est indiqué dans la lettre de la planche. Donc, à partir d'exemples tirés de ma thèse, la fin de cette communication va s'attacher à souligner l'intérêt qu'il y aurait à mener une étude systématique sur ces photograveurs qui contribuent en première ligne à l'élaboration d'imaginaires partagés au dernier tiers du XIXe siècle en France. Et cette dernière partie, elle sera donc l'occasion d'esquisser des pistes méthodologiques pour conduire l'étude de ces photograveurs et donc de conclure sur les virtualités du dictionnaire inventaire dirigé par Marc Durand qui nous réunit aujourd'hui en proposant quelques-uns de ces usages possibles pour l'histoire de la photographie. Donc à l'origine de ma thèse, il y a un questionnement qui découle de l'observation d'une dichotomie entre, d'une part, les idées qui circulent dans les études qui ont porté sur les rapports du livre et de la photographie au XIXe siècle, et d'autre part, la connaissance que nous avons de l'étendue de la production, de ses formes, de ses motifs, de ses thématiques, ou encore de ses acteurs, et cela ne serait-ce que pour le cas français. Donc les principaux postulats qui traversent l'historiographie du sujet sont notamment le caractère inéluctable, inexorable, voire fondateur, de l'association de la photographie au livre, qui autorise plusieurs chercheurs à faire du livre, je les cite, le berceau naturel ou le premier véritable foyer de la photographie. Court également l'idée dans l'historiographie que le livre aurait été le vecteur de diffusion principal des images photographiques au XIXe siècle. Pourtant, en fait, on ne connaît pas du tout l'étendue de la production, ni ses fonctions. Alors, depuis 2000, Marie-Claire Saint-Germier mène un inventaire des livres illustrés par la photographie tels qu'ils sont conservés par la BNF et donc tels qu'ils ont été édités en France entre 1839 et 1900. Mais cet inventaire n'est pas encore accessible
donc il ne peut pas être utilisé. Et en fait, on observe que jusqu'à présent, les recherches se sont concentrées soit sur la période dite des primitifs de la photographie, donc des années 1840 aux années 1860, soit sur des corpus thématiques, par exemple la littérature de voyage romanesque, l'archéologie, la botanique, dont on constate qu'en fait les titres qui composent les corpus qui sont étudiés par ces ouvrages, ces recherches, se retrouvent d'une publication à une autre. Donc en fait, au total, on arrive à la louche à un ensemble de livres illustrés par la photographie connus pour la France entre 1839 et 1900 de 200 titres. 200 titres. Alors, comme on n'a pas d'inventaire, c'est difficile de préjuger de la représentativité de cet ensemble qui a déjà été cartographié. Mais on peut quand même souligner que le nombre d'ouvrages que rassemble cet ensemble donc, est extrêmement faible au regard de la production globale du livre à la même période, telle que les historiens de l'édition ont pu l'évaluer à partir du dépôt légal qu'on a eu l'occasion d'évoquer. Donc, je rappelle, le dépôt légal, ça recense la plupart des publications qui sont mises en vente sur le territoire français. Par ailleurs, les études qui traitent des rapports du livre et de la photographie au XIXe siècle, elles sont souvent pauvres en données éditoriales. Donc la plupart du temps, on sait peu de choses sur les prix de vente, par exemple, ou le tirage des ouvrages qu'elles analysent, alors même que ce sont des informations qui permettraient de qualifier le vecteur de diffusion qui a constitué le livre pour la photographie par rapport aux autres formes qui lui sont données en vue de sa diffusion, comme les cartes de visite, les planches autonomes, les albums, les vues stéréoscopiques, mais aussi les porte-plumes, les bijoux, les bibelots ou les faïences. Et enfin, dans ces études, la définition des deux termes de l'équation, c'est-à-dire le livre et la photographie, est souvent peu déterminée historiquement quand elle ne découle pas tout simplement de la projection de conceptions contemporaines. Résulte de ce phénomène des corpus qui sont très hétérogènes en termes de projets éditoriaux, puisqu'ils rassemblent sous le vocable livre aussi bien des albums photographiques que des publications périodiques. Et à l'inverse, cette imprécision dans la définition, elle produit des corpus qui sont très homogènes en termes de conception de la photographie, puisqu'ils la restreignent à un moyen de représentation, sans penser qu'elle est aussi un moyen de réplication, dont a par exemple résulté les gravures d'après dessin au trait que je vous ai montré à l'instant. Donc, au début de mes recherches, ces observations incitaient à questionner la naturalité des liens de la photographie au livre, l'inéluctabilité de leur association, ainsi que le vecteur de diffusion qu'il avait pu constituer pour les images photographiques. Et pour tester ces postulats, l'idée, ça a été d'évaluer la quantité et les qualités de la production moyenne du livre illustré par la photographie au XIXe siècle, pour retrouver la constellation d'acteurs qui s'étaient impliqués dans leur réalisation, de façon à comprendre les négociations ou la trajectoire des innovations technologiques qui avaient nécessité la réalisation de ces ouvrages. En cartographiant la production moyenne, l'idée était aussi de mieux cerner les enjeux qu'avaient pu recouvrir pour les acteurs du monde de la photographie l'intégration de leurs images dans le support livre, par rapport à d'autres types de mise en forme, de conservation et de diffusion de leurs photographies. Et dans le même temps, le propos, c'était de dégager les motifs qui avaient incité les acteurs du monde du livre à privilégier, dans certains cas, la photographie, à une période où, vous le savez, les techniques d'illustration se diversifient très largement. Bon, le problème, c'est qu'il était difficile de préjuger des personnalités qui s'étaient occupées de cette fabrication sans reproduire les corpus qui avaient déjà été dégagés et donc sans reproduire les conclusions auxquelles l'étude de ces corpus avait abouti. Donc le cheminement qui m'a paru le plus logique, ça a été de chercher le produit de leur relation, donc les livres qui présentent des images photographiques, en tâchant de me prémunir de quelque a priori que ce soit sur leur forme, leur contenu, leur thématique, leurs valeurs ou leurs auteurs. Alors, posé de cette façon, le champ d'investigation était très vaste, donc j'ai posé quelques critères pour le restreindre. En premier lieu, un critère temporel, la période 1867-1900, parce que c'était la moins connue de l'historiographie, alors que c'est une période qui voit... Ah ouais, on lit pas très bien. Bon, il y a trois critères. Critères géographiques, critères temporels et critères structurels. Donc d'abord, le critère temporel, ce dernier tiers du 19e siècle, qui est le moins connu de l'historiographie, mais qui voit un certain nombre de solutions être proposées pour associer photo et imprimerie. Deuxièmement, un critère géographique, la France administrative de cette période comme zone de publication des ouvrages que j'allais sélectionner. Et enfin, des critères structurels qui concernaient la définition du livre et de la photographie. Donc, par exemple, je considérais qu'un livre devait, même s'il était vendu par fraction, ce qui arrive souvent au 19e et particulièrement pour livres illustrés, donc par livraison, même s'il avait été vendu par fraction, dès l'origine du projet éditorial, il devait avoir un terme
il devait être conçu pour avoir un terme, contrairement aux publications périodiques. Et par ailleurs, devait y être associé à part au moins égale texte et images photographiques, ce qui excluait de mes recherches les albums photographiques. Alors le problème, c'est que malgré ces critères pour restreindre le champ d'investigation, le problème était de savoir où trouver les livres, en l'absence d'inventaire toujours, puisque comme l'ont souligné la plupart des chercheurs, en fait, les catalogues de bibliothèques n'indiquent que rarement la nature photographique ou photomécanique des illustrations des ouvrages. Et c'est un point d'ailleurs qui est en train de changer grâce aux travaux que mène Marie-Claire Saint-Germier à la BNF. En fait, il n'y a aucun outil qui est complètement adéquat pour recenser de manière exhaustive les livres illustrés par la photographie, parmi les catalogues ou les bibliographies disponibles, mais par contre, ils ne se valent pas tous. Et donc, pour ma thèse, j'ai privilégié la bibliographie de la France, qui est un hebdomadaire bibliographique qui paraît depuis 1811. À la période qui m'occupe, cette bibliographie, elle est publiée par ce qui correspond au syndicat des métiers de l'édition imprimée sur papier, qui est le Cercle de la librairie. Et donc, cette bibliographie, elle recense chaque semaine, sous forme de notices, les titres des ouvrages qui sont annoncés au dépôt légal, ce qui en fait le catalogue le plus exhaustif de la production. Donc ces notices, elles présentent quoi? Vous avez une vue de la bibliographie de la France, elles présentent au moins le titre, l'auteur, l'éditeur, et en plus, elles peuvent aussi renfermer des informations sur les qualités de l'auteur, le mode de publication, l'ensemble éditorial, par exemple une collection auquel le livre est rattaché, et surtout, ce qui était particulièrement intéressant pour moi, la nature des illustrations. Donc on trouve des termes comme gravure, mais aussi photographie, héliogravure, simili-gravure, etc. Donc, la première partie de mes recherches, ça a été de lire l'ensemble de la bibliographie de la France entre 1867 et 1901, ce qui a été fascinant, ça a été vraiment fascinant, pour recenser les titres des livres dont la notice indiquait qu'ils contenaient au moins une photographie et relevait en plus les informations que renfermait leur description. Donc, à l'issue de ce dépouillement, j'ai retrouvé un peu plus de 900 titres parus entre 1867 et 1901, chiffre qui est donc plus important que celui totalisé dans l'historiographie. Alors, c'est une estimation basse, parce que la bibliographie de la France reproduit les lacunes du dépôt légal qui ont été évoquées par les historiens d'édition tout à l'heure. Donc, notamment, dans l'idée d'un recensement exhaustif, elle présente deux écueils. Elle est très incomplète à l'égard de l'édition dans les départements où le dépôt légal est peu suivi et peu contrôlé, donc on a une surreprésentation de la production parisienne. Et par ailleurs, elle est imprécise quant à la nature photographique ou photomécanique des illustrations, et particulièrement dans les années 1890, pour des raisons que je pourrais expliquer plus tard. Bon alors, quand même, ça a permis de se faire une petite idée de la production, de l'étendue de la production et de son évolution entre 1867 et 1901. Donc le graphique que vous avez à l'écran, il représente l'évolution du pourcentage annuel du nombre de titres qui contiennent des photographies que j'ai retrouvées dans la bibliographie de la France par rapport au total annuel de livres inscrits au dépôt légal. Donc ce qu'on constate, c'est que la production, elle est en progression croissante, mais que c'est une production qui est très faible. Puisque donc, le pourcentage maximum du nombre de livres illustrés de photographies par rapport au nombre de livres annoncés au dépôt légal n'est que de 0,56%, et ça à la toute fin de la période, en 1900. Donc cette évolution, je l'ai dit, elle correspond à une estimation basse, mais ça nous permet quand même de nuancer très largement l'importance du livre comme support de diffusion pour les images photographiques et inversement des images photographiques pour l'illustration du livre, au moins en termes quantitatifs. Alors ce dépouillement, il m'a aussi permis de me faire une idée de l'évolution qualitative de la production. Donc j'ai analysé toutes les données contenues dans les notices, en particulier celles sur les techniques de reproduction photomécanique employées, les thématiques des ouvrages, les photographes, les éditeurs, ou encore leur collection. Et le but de ces analyses, qui composent une partie de ma thèse, donc, c'était d'objectiver des critères de sélection pour constituer un corpus d'études qui soit représentatif de la production moyenne, donc, sans avoir à consulter les 900 titres que j'avais repérés, puisque c'était inenvisageable dans le cadre d'un doctorat. Alors, comme ça, j'ai pu former un corpus d'études de quelques 230 titres, dont la force est l'hétérogénéité, puisque cette hétérogénéité est le gage de la représentativité de ce corpus. Mais cette hétérogénéité, elle a bien sûr fondé la difficulté du traitement de ces ouvrages, puisqu'en fait, les livres qui composent mon corpus n'ont de point commun que leur dépôt légal, d'où découle leur inscription dans la bibliographie, où ils sont décrits comme contenant des photographies. À part ça, ils sont vraiment très variés en termes de techniques d'impression, de mise en page, de thématiques des images et des livres, ce dont vous avez un petit florilège à l'écran.
Et par ailleurs, ces ouvrages, ils sont variés en termes de format et de type de publication, puisqu'en fait, j'ai recensé l'ensemble des publications non périodiques annoncées dans la bibliographie de la France, ce qui fait que je me retrouve avec des tirés à part de revues mis dans le commerce, mais aussi quelques albums, quelques publications périodiques annuelles, comme les salons, puisqu'en fait, mon recensement reflète la définition du livre, donc des publications non périodiques telle qu'elle est promue par la bibliographie de la France et donc par le dépôt légal. Et enfin, les ouvrages du corpus sont très variés en termes d'auteurs, d'éditeurs, de photographes, des gens qui n'ont bien sûr pas de lien entre eux nécessairement. Donc comment pallier cette hétérogénéité ? J'ai mis en place un protocole de collecte de données pendant la consultation du corpus que j'ai lu extensivement. Et donc ces données, elles concernaient les caractéristiques transversales de ces ouvrages, en fait. Ce protocole, il rassemblait des informations par caractéristiques transversales qui ont trait donc aux formes données à la photographie et au livre, à leur contenu, à leur économie, aux acteurs de leur fabrication. Pour certaines de ces caractéristiques, j'ai consulté des sources qui sont extérieures au corpus, et notamment pour retrouver leur tirage, en faire la moyenne et en retracer l'évolution, j'ai dépouillé les registres de déclaration d'imprimeur de la série F18 et les registres du dépôt légal. Voilà. Mais quand même, ça a été intéressant puisque ça m'a permis de retrouver donc tous les tirages de ces livres, d'en faire une évolution et de les mesurer par rapport aux tirages moyens qui ont été calculés par les historiens d'édition. Et un des résultats de cette thèse, c'est de dire par exemple que la plupart des livres contenant des photographies éditées en France au dernier tiers du XIXe siècle sont publiés à des tout petits tirages, enfin c'est vraiment des petits, genre 500 exemplaires par exemple. Et voilà, une fois que j'ai eu ces tendances-là, pour chaque caractéristique, je les ai croisées entre elles, puis je les ai évidemment comparées avec les résultats d'autres chercheurs, et je les ai contextualisées, ce qui m'a permis de les expliquer. Et pourquoi on a des petits tirages pour les livres illustrés de photos ? C'est notamment parce que les thématiques des livres sont très spécialisées, donc c'est souvent archéologie, botanique, etc. Donc ce sont des petits lectorats, donc des chiffres de tirage restreints. Bon, alors comme je l'ai dit au début de la présentation, l'un des résultats les plus intéressants de cette phase, ça a découlé de l'étude des acteurs de la fabrication du corpus tels qu'ils sont représentés dans les livres eux-mêmes. Alors j'ai étudié ça en fonction de leur rôle dans la production des livres, éditeurs, imprimeurs, auteurs, photographes, photograveurs. En tenant compte de la multiplicité des fonctions qu'un même acteur peut endosser dans la fabrication d'un livre, par exemple, on peut être imprimeur, éditeur, auteur, photographe, éditeur. J'ai recensé 650 individus, raisons ou dénominations sociales, engagés dans la fabrication des quelques 230 livres que j'avais sélectionnés. Et au terme de cette étude, il est apparu que la catégorie d'acteurs la plus récurrente, celle qui était à la fois la plus restreinte en nombre de représentants mais la plus fréquemment citée, c'était celle des photograveurs. Donc au final, c'est cette catégorie d'acteurs qui apparaît la plus directement impliquée dans la conception des images photographiques, telles qu'elles sont destinées à être diffusées par le biais du support livre dans la France du dernier tiers du XIXe siècle. Mais cette destination, elle ne se limite pas aux livres, et notamment en étudiant les phénomènes de citation iconographique dans le cadre des publications archéologiques, une discipline où la reprise d'une même image d'un support à un autre, d'un livre à un autre est fréquente, j'ai pu constater que les photograveurs étaient l'une des sources principales de la reprise et de la circulation d'une même image photographique à travers différentes formes médiatiques, telles que le livre ou la presse périodique. Et par ailleurs, en travaillant sur les inventeurs et les expérimentateurs des procédés de reproduction photomécanique qui soit exploitent eux-mêmes les procédés qu'ils inventent, soit en vendent la licence d'utilisation à des photograveurs, j'ai observé que les supports envisagés se limitent rarement au papier, mais englobent bien souvent la céramique, le verre ou le tissu. Et dans plusieurs cas, ce sont même les recherches conduites sur l'application de la photographie à des supports tels que le verre ou le tissu qui sont à l'origine des moyens de concevoir des images multiples destinées à circuler par le biais du support papier. Et ça, je l'ai constaté pour la phototypie, mais aussi pour la rotogravure qui va changer le visage de l'édition imprimée sur papier dans l'entre-deux-guerres, notamment les magazines. Alors, j'ai dit que les photograveurs forment un groupe qui est relativement méconnu de l'historiographie. J'ai bientôt fini. Merci. Et donc, pourtant, c'est une catégorie qui est plus étroite que celle des photographes et plus homogène
que celle des photographes, notamment parce que oui, la pratique des différentes techniques de photogravure implique des infrastructures et une expertise qui s'accorde mal d'un engagement occasionnel. On a beaucoup parlé en fait de l'hétérogénéité de ce que recouvrait le terme de photographe, et le dictionnaire de Marc permet de s'en rendre compte. En termes de pratique, il y a non seulement les amateurs et les professionnels, mais en plus à l'échelle d'une vie, ça peut vraiment beaucoup changer. Et les photograveurs sont plus... ça serait plus simple de les étudier parce qu'on ne monte pas un atelier de photogravure pour le plaisir. Enfin, ceci dit, ça arrive à la fin du 19e. Bref, ils sont quand même plus homogènes, donc et moins nombreux. Voilà, ce sont donc des professionnels dont le métier s'autonomise au dernier tiers du 19e siècle. Et donc l'évolution de cette catégorie, elle est plus à même de faire l'objet d'une synthèse pour cette période que celle des photographes. Donc pour la réaliser, le dictionnaire de Marc Durand s'annonce comme un outil précieux, puisque les actes qu'il recense permettraient de mieux cerner les milieux et les réseaux sociaux professionnels de ces photograveurs, la structure et l'implantation territoriale de leurs ateliers, la diversité de leurs activités, et par ce biais, certains déterminants des techniques qu'ils inventent ou qu'ils exploitent. Donc, ce dictionnaire nous aiderait à comprendre la façon dont s'autonomise cette profession, que son savoir-faire place au cœur des processus qui visent à concevoir des images faites pour être diffusées par le biais de livres, de publications périodiques, de cartes postales, d'affiches, mais aussi de vitraux et de faïences. Le dictionnaire de Marc nous aiderait enfin à comprendre les incidences de leur expertise sur les formes, les usages et les valeurs qui sont conférées aux images photographiques et plus largement photomécaniques tout au long de leur parcours médiatique. Donc une focale sur les photograveurs devrait, je pense, être placée au confluent de plusieurs branches de l'histoire, histoire des techniques, histoire de la culture matérielle et visuelle, mais aussi des sensibilités ou encore du travail. Et elle nous permettrait d'animer, d'habiter l'étude de la circulation des images dans la seconde moitié du long 19e siècle, dont on parlait juste avant. Donc cette focale, elle nous conduirait notamment à dépasser les frontières que nous dressons encore fréquemment entre des formes médiatiques ou des types de supports qui ne cessent en fait d'être mis en dialogue au 19e siècle. Et enfin, cette focale, elle nous inciterait à penser la double fonction de la photographie, moyen de représentation et de réplication, de façon à réinscrire l'étude de la photographie à la suite de plusieurs travaux dans une histoire sociale et culturelle, en embrassant ses déterminants et ses manifestations dans toute leur diversité.